seven, six, five, four, three, two, one. Hey, salut Mathieu! Salut Johnny! Ça va bien? Ben oui, toi? Yes! Fait que, fait un petit bout, hein? Ça fait longtemps. Ouais, c'est bon ça. Fait que, je sais qu'aujourd'hui, ça me tentait de faire un review trade, en voulant dire des review trade des saisons passées. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, c'est comment les éléments sont devenus aujourd'hui, puis avec les résultats d'aujourd'hui. Fait que, puis on peut aussi mentionner qui a gagné la trade finalement. Fait que c'est ça ce que c'est. Ouais, parfait. Fait qu'on va commencer. Je vais te laisser commencer par la première trade qui s'était effectuée pour voir ce que ça a donné aujourd'hui. OK. Ben dans le fond, j'ai envie de parler d'une trade qui a des répercussions sur la saison d'une équipe canadienne aujourd'hui. OK. Une trade qui a eu à la date limite des transactions de l'année passée OK. entre les Leafs et les Bruins. OK. Les Maple Leafs avaient été chercher Brandon Carlo en échange de Fraser Minton, d'un choix de 4e ronde et d'un choix conditionnel de première ronde en 2026. Ce choix-là qui est top 5 protected. Là, les Leafs font probablement pas les séries. Et, bon, comme on le sait présentement, les Leafs sont sur une bonne séquence. Mais ça désavantage ce choix-là, puisque plus ils gagnent, mais moins ils ont de chances de repêcher dans le top 5. Donc, c'est une échange. Au final, Brandon Carlo n'a pas tant changé la donne pour Toronto. Et en plus de perdre Fraser Minton, ils ont perdu un choix top 5, probablement, là, qui va... ben, non. Le choix ne sera pas top 5, probablement. Je pense que... j'ai lu quelque chose. Là. Il faudrait absolument que les Leafs perdent ce soir pour avoir une chance que le choix soit top 5. Ouais, c'est ça. Si tu perds un choix dans le top 10 dans une année où tu ne fais pas les séries, puis en plus, tu viens de perdre Mitch Marner, le futur, en plus, tu as perdu avec cette trade-là Fraser Minton. Donc, c'est une transaction qui pourrait coûter gros aux Leafs. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense suite à cette transaction-là? Je trouve que c'est quand même un risky move. C'est vrai qu'en même temps, Brandon Carlo n'a pas fait grand-chose à Toronto. Minson non plus. Le choix de première ronde, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que ça peut être un flop. En voulant dire que Troy Leving s'est dit, regarde, ouais, finalement, j'ai pas été si mauvais que ça côté de transaction. Si, admettons, le choix, c'est un flop. Mais si le choix, c'est super bon, là, on va pas se mentir une chose que les Leafs ont totalement perdu la transaction suite à ça. Pour le moment, je dirais que Toronto a gagné. Ça dépend. Ça dépend du choix. C'est sûr que si Toronto a un choix de top 5 cette année, ils vont être safe, mais c'est ça. Faut juste que Toronto espère être dans le top 5 ou si Boston a le choix, juste espérer que c'est un flop, mais sinon, si Toronto n'a pas le choix top 5 puis que le choix de Boston est super bon, là, c'est sûr que Toronto s'est fait avoir. Fait que c'est ça que je pense de cette transaction-là. On va y aller. Moi, je vais y aller pour la prochaine transaction. Je vais revenir un peu dans le passé. Une transaction qui s'est produite dans l'été 2022 qui a mis les gens sous le choc.
Une transaction qui s'était produite pendant la nuit entre les Panthers de la Floride et les Flames de Calgary. Les Panthers donnent Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar, Cole Schwinn, plus un choix de première ronde en 2025. Et les Panthers reçoivent Matthew Tkachuk. Fait que je vais te laisser y aller pour cet avis-là. Quand on regarde ça en rétrospective, ça a été un excellent move des Flames. Non, pas des Flames, pardon, des Panthers, de réussir à se débarrasser d'Huberdeau. Ça paraissait très, très, très risqué, même con, à l'époque, vu que Huberdeau venait de donner genre sa meilleure saison. Mm-hmm. Mais on voit tout de suite qu'il a régressé dès qu'il a quitté les Panthers. Tkachuk a apporté du grit, a apporté du caractère, a apporté, en plus du talent offensif, il apporte une dimension physique qu'Huberdeau n'avait pas, ou moins que Tkachuk. Les Flames se sont empressés de lui signer un gros contrat, pensant qu'il venait de faire un coup de maître. Et moi aussi, à l'époque, je dois l'avouer, je pensais que les Flames avaient eu les Panthers. Ils se sont débarrassés de Matthew Tkachuk, qui ont été chercher Huberdeau, puis Weegar. Là, ça va bien. Les Panthers sont caves. Finalement, les Panthers ne regrettent pas en tout ce move-là, puis les Flames se disent qu'est-ce que c'est qu'on a fait là? C'est ça, pas mal ça. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, qu'est-ce que j'en pense à cette transaction-là, suite à tout ça? Moi, sur le coup, je pensais que les Flames avaient gagné cette transaction-là parce que tu donnes Huberdeau, qui a connu sa meilleure saison ever avec les Panthers. Tu donnes un défenseur qui a quand même donné de quoi de pas pire avec les Panthers en Mackenzie Weegar, puis surtout un choix de première ronde, puis Cole Schwinn. Mais finalement, tu regardes ça aujourd'hui, là, les Panthers, oui, ça a été un risky move, mais avec ça, les Panthers ont réussi à avoir 3 finales de suite, 2 coupes en ligne avec Matthew Tkachuk, chose que Huberdeau n'a pas fait avec les Panthers. Oui, il a apporté du talent offensif avec les Panthers, mais en série, il n'a pas été fameux non plus, là, Huberdeau. Là. Puis là, tu vas chercher un Tkachuk qui apporte du grid avec les Panthers, puis 2 coupes en ligne, c'est incroyable. Oui, vraiment, là, c'est très bon travail du GM. Oh, oui, oh, c'est sûr. Je vais te laisser y aller pour la prochaine trade. J'ai envie de parler d'une trade un peu plus récente, mais un peu plus mineure aussi. Là. C'est simplement avoir ton opinion sur celle-là. Michael McCarron au Wild contre un choix de 2e ronde. Okay. Je trouve ça cher payé pour un joueur comme Michael McCarron, mais en même temps, là, on l'a vu cette année, la date limite des transactions, c'était un marché de vendeurs parce que les prix étaient démesurés. Là. Fait que, ouais, Michael McCarron pour un choix de 2. Ben écoute, moi je trouve que c'est trop donné là, pour Michael McCarron. Un choix de 2, ben honnêtement. À moins que le choix de 2 soit un flop, mais si c'est un flop, je dis que c'est une transaction perdant-perdant, mais si le choix est quand même underrated, je dirais que l'équipe qui a eu le choix de 2e ronde a gagné la transaction. C'est quand même le choix des prédateurs. Donc là, présentement, les prédateurs sont dans une place en série. À l'instant de la transaction, ils ne l'étaient pas. Donc, est-ce que, au final, le choix des prédateurs va être plus haut que ce que le Wild pensait? En tout cas, est-ce que le choix du Wild qui a obtenu dans cet échange-là serait plus loin qu'il pensait? Peut-être penser avoir un choix, presque un choix de first, là, mais finalement, ça va être plutôt loin. Donc, ça va dépendre à quel point les prédateurs se rendent loin. S'ils le font, les séries, d'ailleurs. Ouais, c'est ça va bien pour eux jusqu'à maintenant, là, mais ça va vraiment dépendre de où se situe le choix et qui est repêché avec ce choix-là. Mm-hmm. Fait que je vais y aller pour la prochaine transaction. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Ça sera pas long. OK.
La prochaine transaction, ça inclut entre les sénateurs d'Ottawa et les Sharks de San Jose, qui a été en 2018. Les sénateurs d'Ottawa avaient échangé Erik Karlsson plus Francis Perron aux Sharks de San Jose. Les sénateurs reçoivent Chris Tierney, Dylan DeMello, Josh Norris, Rodolphe Barser, un choix de première ronde soit en 2019 ou 2020, mais finalement, ça a été un choix de première ronde en 2020, un choix de deuxième ronde en 2019, un choix conditionnel de deuxième ronde en 2021 et un choix conditionnel de premier tour en 2022, pas plus tard qu'en 2022. Je vais te laisser y aller pour cette transaction-là. C'est une très grosse trade qu'il y a eu là, il y a quelques saisons. C'était la première échange d'Erik Karlsson, parce qu'évidemment, on le sait, il a été rééchangé plus tard. Ça, c'est la trade originale. Il a fait passer des sénateurs aux Sharks. Yes. J'essaie de retrouver. Non, j'ai juste celle-là. Okay. Donc, on le sait, ça n'a pas nécessairement changé quoi que ce soit pour les Sharks, puisqu'ils étaient, à cette époque-là, je pense qu'ils ont fait les séries quelques fois, mais c'était plus nécessairement une grosse équipe, mais en même temps, ça a permis ça a permis de se libérer du salaire, je pense, par contre, là, pour les sénateurs. Là. Je ne sais pas exactement, il a eu quand son gros contrat, là, par contre, Carlson, mais... quand il était avec les Sharks. Et donc, ils ont peut-être senti qu'il allait demander beaucoup d'argent, par contre. Donc, les Sharks ont été pris avec. Donc, quand même, Francis Perron, bon, ça fait partie de la transaction. Je ne crois pas que ça lui a fait la peine de se départir de lui. N'a pas fait grand-chose non plus, mais les joueurs obtenus en retour, Chris Kearney, bon, un joueur de profondeur. Rudolph Balcers, même chose. Dylan DeMello n'est même plus là. Balcers non plus et Kearney non plus, d'ailleurs. Et Josh Norris, qui a été échangé il n'y a pas longtemps au Sabre, toujours blessé. Et le choix de première ronde. Le choix de première ronde. C'est qui avait été repêché avec ce choix? En 2020, c'était Tim Stützle. Oui. OK, donc, Tim Stützle, Stützle, c'est vraiment la pièce. C'est quasiment en rétrospective la pièce centrale de cet échange-là. Tu as quand même échangé Tim Stützle pour Erik Karlsson, en gros. Là. Je pense que les Sharks s'attendaient à plus d'Erik Karlsson, même s'il a quand même gagné le Norris avec eux. Je pense qu'ils s'attendaient quand même à ce qu'ils modifient plus leur défensive, s'attendaient à... Et en même temps, on peut pas dire que les sénateurs ont mal fait, même s'ils n'ont soit pas obtenu grand-chose. Ils ont quand même obtenu le choix qui les a permis de repêcher un joueur important pour leur franchise. Mais en même temps, peut-être qu'ils auraient aimé avoir plus, mais tu as quand même eu un joueur très important pour ton équipe dans cet échange-là. Donc, je pense qu'ils ils se sont évités de devoir le payer 11 millions de dollars. Ouais, c'est sûr. Ben, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette trade-là? Sur le coup, les Sharks avaient gagné la transaction parce que tu regardes ça. Oui, les sénateurs ont reçu des choix de tour, mais à part ça, les éléments, c'était juste des éléments de profondeur. Mais tu regardes ça. Oui, Chris Tierney, c'est un élément de profondeur. Dylan DeMello aussi, ça a été un élément de profondeur. Puis d'autres aussi. Là. Mais sinon, oui, sur le coup, les Sharks ont gagné la transaction parce qu'ils ont été chercher un Erik Karlsson. Mais après mûre et réflexion, ça a été les sénateurs d'Ottawa qui ont gagné la transaction parce que Karlsson n'était plus bon avec les Sharks. Puis, du côté des sénateurs d'Ottawa, ils se sont comptés chanceux parce que les Sharks se sont effondrés quand les sénateurs avaient le pic des Sharks. Fait qu'ils se sont comptés chanceux. Ça leur a permis d'aller chercher Tim Stützle qui,
est un élément dont qui les Sénateurs est capable de se bâtir une équipe autour de lui. Fait que, moi, perso, à première vue, les Sharks avaient gagné, mais aujourd'hui, les Sénateurs, ben, ils ont littéralement gagné à la trade, surtout qu'ils ont reçu, oui, un Josh Norris, mais ça leur a permis d'aller chercher un Dylan Cousin qui a du grid avec les Sénateurs d'Ottawa. Fait que, moi, je trouve que c'est un W pour les Sénateurs. Oui. Clairement. Fait que c'est ça ce que c'est. Puis tu regardes ça, du côté des Rick Carson, il est en train de régresser, surtout avec les Pingouins, pendant que les Sénateurs, ça va de mieux en mieux. Et Stud-là qui est vraiment. Qui va devenir meilleur encore plus avec les années. Il est encore jeune, mais même si ça fait quelques années qu'il est une des pièces centrales de l'équipe. Ouais, c'est ça. Il va continuer à devenir encore meilleur, tandis que Carson. Ouais. Yes. Je vais te laisser pour la prochaine transaction. Je vais parler d'un échange qui est arrivé en juillet 2018 entre les Blues de Saint-Louis et les Sabres de Buffalo. Ah, c'était celle-là que je parlais! Mais c'est pas grave. Compte-la. La trade de Ryan O'Reilly contre les Sabres avait obtenu Patrick Berglund, Vladimir Sobotka, Tage Thompson, un choix de première ronde en 2019. Je vais aller voir qui a été ce choix-là. OK. Mais c'est une trade qui montre qu'il faut attendre souvent avant de décider d'un gagnant dans un échange. Ouais. Parce que on a vu, on disait depuis longtemps, dans cet échange-là, Buffalo n'a rien eu parce qu'évidemment, Sobotka, Berglund. Il a quand même eu Tage Thompson. Ça lui a pris longtemps avant de se développer, Tage Thompson. Mais aujourd'hui, je pense que les Sabres sont contents d'avoir Tage Thompson. Ouais, c'est ça. Il est plus jeune que O'Reilly, qui a du talent offensif, marque des buts. Et là, mon ordinateur ne change plus rien. Mais en tout cas, bref, le choix en 2019, c'est sûr que ce choix-là, ça peut aussi aider à décider là, de. Mm-hmm. Est-ce qu'en plus, ils ont eu un bon repêchage? Ah, c'est ça, c'est certain. Là. Ouais. Je vais checker voir c'était quoi le choix. OK. NHL Draft. OK, ouais, c'était Ryan Johnson. Le choix. Oui, donc pas une pièce majeure obtenue là, dans cet échange-là, mais Mm-hmm. quand même, tu sais, les Blues de Saint-Louis, oui, ils ont gagné la Coupe Stanley avec Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly a eu une excellente saison. Lui qui ne voulait plus jouer vraiment à Buffalo. Beaucoup de joueurs à l'époque, d'ailleurs, Buffalo ont perdu beaucoup de joueurs là, parce qu'ils ne voulaient plus jouer là. Je pense à Rasmus Ristolainen, il y a quelques années, qui avait dit qu'il avait perdu son amour du hockey. Même chose pour Ryan O'Reilly. Tu as obtenu un joueur qui voulait jouer pour ton club, alors que Ryan O'Reilly ne voulait clairement plus être là. Tu as obtenu un gars que tu ne le savais pas à l'époque, tu l'as échangé un peu parce que tu n'avais pas le choix de l'échanger, mais Ryan O'Reilly, oui, il a bien fait, mais il est plus vieux. Les Sabres de Buffalo veulent gagner maintenant et dans les prochaines années. Leurs meilleurs joueurs sont leurs jeunes joueurs. Il y a tellement de bons jeunes à Buffalo. Zach Benson, de ta défensive pour plusieurs années, Mathias Samuelsson, Owen Power, Rasmus Dahlin, Bowen Byron encore. T'as aussi Josh Doan aussi qui performe très bien à Buffalo. Josh Doan. Josh Doan, oui, c'est vrai, il a obtenu dans la transaction J.J. Peterka. Ouais. Oui, donc c'est ça, de plusieurs
pièces dont Tage Thompson fait partie. Il fait quasiment partie de tes vétérans avec Alex Tuch, etc. Là, en même temps, Buffalo et Johnny Keir, je pense que c'est une transaction au final. Les deux équipes ont gagné cette transaction-là. Mm-hmm. Juste pour le fait que les Sombres ont eu Tage Thompson. Ah, certain. Ben écoute, moi je trouve que ça a été une transaction qui a été. Donc, une équipe a gagné, puis une autre, ça a été l'autre équipe qui a gagné. C'est sûr que court terme, les Blues de Saint-Louis ont littéralement gagné la transaction parce que ça leur a permis d'aller chercher la profondeur en plus qui ont été cherchés. Ryan O'Reilly, donc qui a remporté le trophée Conn Smythe. Il avait remporté le trophée Selke, si je me trompe pas. Oui. Puis en plus, il avait remporté la coupe. Fait que, honnêtement, sur le coup, les Blues avaient gagné la transaction à court terme. Mais si on mise vers le long terme, Buffalo a gagné la transaction tout grâce à Tage Thompson. Parce que avec les Blues de Saint-Louis, Tage Thompson, ça n'a pas été. Je ne sais pas s'il avait été autant talentueux avec les Blues de Saint-Louis qu'avec les Sabres de Buffalo. Mais tu check ça, Tage Thompson, il peut se compter aussi chanceux que Jack Eichel a quitté l'organisation des Sabres de Buffalo parce que quand Eichel a quitté, ben là, ça a donné plus de temps de glace pour Thompson. Puis là, il a commencé à progresser de plus en plus. Puis là, ça aide littéralement. Fait court terme, les Blues ont gagné. Long terme, Buffalo a gagné. C'est sûr que le choix de première ronde, ça n'a pas été fameux non plus du côté de Buffalo, mais c'est ça qui les a sauvés, c'est Tage Thompson. Mais c'est ça ce que c'est. Pour le moment, si je vais avec le long terme, je vais avec Buffalo, le gagnant. Mais c'est ça ce que c'est. Mais à chaque époque, les Blues, côté court terme, les Blues ont été gagnants, puis côté long terme, ben, Buffalo a été gagnant. Fait que c'est ça ce que... sur le court terme, tu as quand même Sobotka et Berglund qui n'ont rien fait vraiment à Buffalo. C'est vraiment le temps de patience d'attendre que Tage Thompson devienne un membre important de ton équipe. Qui est arrivé seulement il y a 3 ans et demi, 4 ans. On ne voyait pas vraiment Tage Thompson. On disait qu'est-ce que les Blues ont fait, qu'est-ce que les Sabres ont encore été faire là. Et c'est juste ça qu'ils ont obtenu pour quand même Ryan O'Reilly il y a quelques saisons. En 2019, Ryan O'Reilly. En 2018, Ryan O'Reilly, c'était quand même gros. Ouais, c'est ça. On pensait que les Sabres n'avaient rien obtenu de bon jusqu'à ce qu'on découvre Tage Thompson qui se développe enfin. Là. Ah, c'est certain. Là. Puis c'est une partie grâce à lui que les Sabres de Buffalo, ça va super bien. Là, surtout. Oui. Fait que ça aide réellement. Fait que, je vais y aller pour la prochaine transaction. Ça a été une transaction qui a été aussi avec les Sabres de Buffalo. Un petit peu, ça sera pas long. OK. Ça concerne aussi les Sabres. Ça sera pas long. All right. Un petit peu. Ça sera pas long. OK, je l'ai. Les Sabres de Buffalo et les Golden Knights de Vegas qui avaient fait une transaction. Buffalo avait échangé Jack Eichel aux Golden Knights et les Sabres avaient reçu Peyton Krebs, Alex Tuch, un choix top 10 protégé première ronde en 2022 puis un choix de deuxième ronde en 2023. Donc, voilà ce que c'est. Je vais te laisser y aller pour ceci. Ouais. Qui marche. Jack Eichel, ouais. C'était une transaction que les Sabres n'avaient pas le choix de faire. Il y avait tellement eu de controverses sur
le dossier de Jack Eichel avec l'opération. Je pense que les Sabres l'avaient refusé pour sa blessure. C'était quelque chose qui traînait là, qui traînait le moral à terre, sûrement aussi de quelques joueurs. Là. Au final, les Sabres s'en sont pas mal tirés quand même avec. Oui, Jack Eichel a été gagné la coupe l'année d'après, je pense, avec les Golden Knights, mais il y a quand même eu Alex Tuch, un gars de Buffalo, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai lu, c'est un gars de la place, qui voulait jouer à Buffalo. Tu sais, là, Buffalo, si cette saison-là n'est pas un fluke, les joueurs vont vouloir venir jouer à Buffalo. Et t'as quand même, à un temps où les joueurs ne voulaient pas vraiment aller à Buffalo, t'avais Alex Tuch qui voulait jouer là. T'as quand même aussi été chercher Peyton Krebs, bon, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais t'as quand même eu Alex Tuch. C'est certain. Je pense que par contre, c'est un peu décevant dans le sens que t'as un joueur comme Jack Eichel qui part et le meilleur joueur que tu obtiens dans la transaction, c'est Alex Tuch. Donc, mais ce genre de transaction-là avec un joueur du talent de Jack Eichel, c'est souvent décevant parce que c'est dur de récupérer le joueur que tu viens de perdre. Mm-hmm. Mais je pense que Buffalo s'en sont bien tirés dans les circonstances. Je pense qu'il y a des équipes qui s'en sont plus mal tirées que d'autres. Je pense entre autres à la transaction Panarin avec les Rangers. Là. Les Rangers n'ont rien eu en retour. Là. Donc je pense qu'ils s'en sont bien tirés les Sabres de Buffalo dans les circonstances. C'est certain. Écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette transaction-là? Je sais que les Sabres de Buffalo ont reçu Noah Ostlund dans cette transaction-là parce que ça a été le choix de première ronde via Vegas. J'ai regardé ça. C'est sa première saison avec Buffalo. Sa deuxième saison avec Buffalo. En 60 matchs, 11 buts, 16 mentions d'assistance pour un total de 27 points. Puis dans les plus ou moins, il est coté 11. Fait que peut-être qu'il peut être très bon avec l'effectif des Sabres de Buffalo. Ça peut littéralement aider Buffalo. Sinon, tu fais l'acquisition de Alex Tuch qui a quand même été un élément quand même assez important du côté des Sabres. Ça a littéralement aidé. Peyton Krebs, moi, j'ai un peu de misère avec. Je pense pas que ça va devenir un joueur d'impact au sein de l'organisation des Sabres. Sinon, le choix de deuxième ronde, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il peut être très, très underrated. Du côté des Golden Knights de Vegas, là, ils ont été chercher un excellent leader en Jack Eichel qui a apporté une Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas. Ça a été une grosse partie grâce à lui que Vegas a gagné en 2023. Selon moi, si Mark Stone part des Golden Knights, à mon avis, Eichel, c'est le prochain capitaine des Golden Knights. C'est selon mon opinion parce que Eichel, oui, il est rendu heureux avec Vegas, mais il y a un excellent leadership, même avec Team USA. À la place de Matthews, j'aurais donné le C à Eichel parce que Eichel, oui, il a un excellent leadership. Même s'il était écœuré de jouer à Buffalo, il apporte un excellent leadership. Fait que moi, je trouve que Vegas a gagné à trade. Clairement, littéralement. Ouais, clairement. Parce que je pense pas que Ostlund va être à la hauteur de Eichel. À moins qu'il soit vraiment underrated. On ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. Mais je pense qu'Eichel, il n'arrivera pas à achever d'Eichel. Je pense pas. Il peut devenir bon, mais il ne remplacera pas ce qu'il a été. C'est ça, c'est exactement ça. Là. Fait que moi, je donne win trade pour Vegas. Ouais. Ouais, littéralement. Je vais y aller avec un échange qui est arrivé cet automne, hein? Cet hiver, c'était le 13 décembre. OK. Une transaction entre le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver. Yes, sir. La transaction Quinn Hughes qui a été échangée en retour de Marco Rossi, Liam Öhgren et Yves Bouillum et d'un choix de première ronde en 2026. Quinn Hughes, qui cette saison avec les Canucks avait obtenu 23 points en 26 matchs. Avec le Wild, il a 47 points en 41 matchs.
Donc, il a continué sur ça. Il n'avait pas une mauvaise saison. Quinn Hughes était -10. Par contre, là, mais avec l'équipe des Canucks de cette saison, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs dans le positif. Avec le Wild, il a obtenu une fiche de +7, 4 buts, donc 2 buts plus qu'en 26 matchs avec les Canucks. Donc, ouais, un défenseur qui a quand même 479 points dans sa carrière en 500 matchs. Donc, un défenseur qui s'est toujours tenu près du point par match, qui a failli gagner le Calder. Je pense que c'était avec entre lui et Kyle McCarr. Je pense qu'ils avaient commencé les deux en même temps. Donc, ouais, c'est une transaction qui m'avait surpris. Pas nécessairement parce que je m'attendais pas à ce que les Canucks fassent une reconstruction, mais c'est surtout que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils échangent Quinn Hughes, encore moins en pleine saison. Mhm. Je veux dire, si ça se fait, ça va être cet été, mais ils ont fait ça cet hiver et ils ont obtenu un choix. Bon, ça risque d'être un choix tardif, par contre, parce que le Wild a comme objectif de se rendre loin. C'est pour ça qu'ils ont été faits faire cette transaction-là. Ils ont donné beaucoup, mais en même temps, Quinn Hughes, bon, il n'a pas nécessairement dit qu'il allait signer long terme avec le Wild. Je sais pas, j'ai oublié si ça avait changé ou pas, mais à l'époque de la transaction, il n'avait pas dit qu'il allait changer, qu'il allait signer à long terme avec le Wild. Et ben, ils ont quand même donné Marco Rossi, Yves Bouillon, Marco Rossi qui est un bon jeune centre, Liam Mogren, c'est moins la pièce intéressante. Je pense que c'est plus Yves Bouillon et Marco Rossi, là. Ouais, Les pièces intéressantes de l'échange. Est-ce que le Wild va être content de... Ça va dépendre de plus le Wild se rend loin en série et plus ils oublient le fait qu'ils ont donné ces 3 jeunes-là. ouais, c'est certain. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense? Sur le coup, le Wild a gagné, parce que oui, il a obtenu un des meilleurs défenseurs, surtout offensivement. Mais à l'avenir, je ne sais pas si le Wild va gagner, parce que oui, tu as des Marco Rossi, tu as des Yves Bouillon qui pourraient être très intéressants. Liam Ogren peut être un élément très intéressant, et puis peut-être le choix de première ronde aussi peut être très bon aussi. Là. Fait que oui, peut-être que si le Wild veut se rendre très loin en série, on ne sait pas. Parce que les Stars de Dallas sont super bons. Puis avec la réputation du Wild qu'ils ont connue, je ne sais pas s'ils vont passer le premier tour, mais peut-être aussi que le choix peut être très bon aussi. Là. Si, admettons, c'est dans le milieu du repêchage, ça peut être un choix très intéressant du côté de Vancouver. Fait que pour le moment, je dis que le Wild vont gagner, mais si ça va super bien avec Ziv Bouillon, Liam Ogren, Rossi, puis le choix de première ronde de 2026 devienne bon, je mettrais une victoire pour les Canucks. Mm. Fait que c'est ça que c'est suite à ça. Mais pour le moment, Minnesota a gagné, mais d'ici les années à venir, je pense que ça va être les Canucks. Yes. Fait que je vais y aller pour la prochaine transaction. Ouais, je vais revenir il y a 10 ans. C'est une transaction qui s'était effectuée, qui a mis les gens sous le choc, mais finalement étaient contents. Les Canadiens de Montréal avaient échangé P.K. Subban aux Prédateurs de Nashville en retour de chez Weber. Donc, ton avis là-dessus? Ah, ça, c'est vraiment un échange quand même surprenant dans le sens que c'est pas nécessairement 2 joueurs qui voulaient être échangés, je pense. Je pense que c'est pas nécessairement ça qui est arrivé. Je pense que c'est pas des joueurs qui voulaient être échangés. Je pense que c'est plutôt le fait qu'à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, le Canadien était très conservateur dans le sens de on voulait pas de joueurs trop avec une trop grosse personnalité. Pas nécessairement que Shea Weber n'a pas de personnalité, mais c'est un joueur qui est plus capable de répondre selon ce que les dirigeants veulent entendre, plus classique. Alors que Piqué Subban, on a entendu souvent que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'attention, qui était très exubérant, quelqu'un qui semblait, selon certains qui l'observaient, vouloir être plus gros que l'équipe. Donc, je pense qu'on l'a changé parce qu'on voulait pas de distraction, alors que Subban, oui, il a pris sa retraite avant Weber, mais Weber a été très taxé au niveau des blessures. Là,
dans les séries de 2021 avec le Canadien, il jouait sur une jambe. Là. Il avait dit lui-même il y a quelques années là, que mettre ses patins, c'était très douloureux tellement qu'il était blessé. Donc, je pense que... Est-ce que le Canadien aurait été aussi bon avec Subban qu'il a été avec Weber? Parce que ça n'a pas nécessairement été des années très, très intéressantes là, avec les années chez Weber. Là. Pas la faute à chez Weber quand même, mais reste que ça n'a pas été des années très, très fructueuses. Hein. Je me souviens de joueurs tellement random qui ont joué dans le Canadien pendant ces saisons-là. Ça n'a pas été les meilleurs line-up. Ça n'a pas été... Il y a quand même eu, tu sais, en 2000... le Canadien a manqué les séries par 1 point, je pense, en 2018-2019. Il y a eu les séries dans la bulle en 2020. Ensuite, les séries avec les divisions réalignées en 2021. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que le Canadien a fait les séries ces 2 saisons-là, 2020 et 2021. Mais est-ce qu'ils les auraient faites dans les saisons normales? En 2020, non, parce qu'ils ont fini 24e. En 2021, le Canadien a fait les séries de peine et de misère. Ils se sont rendus en finale, mais réalistement, ils auraient affronté Tampa Bay plus tôt dans une saison normale. Donc est-ce que Subban régresse autant s'il reste avec le Canadien? Il y a beaucoup de si, je trouve, dans cette transaction-là. Je pense que ça a été un peu gagnant-perdant pour les 2 équipes. Parce que oui, Nashville se sont rendus en finale avec Subban, mais ils n'ont pas nécessairement eu le step qu'ils voulaient, je pense. Parce que je pense que ça a toujours été une équipe dans ces années-là qui était prête à compétitionner, mais ils voulaient avoir le step de plus. Ils ont été en finale, mais on a vu contre Pittsburgh qu'il y avait 2 ligues. Là. C'est certain, c'est certain. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette trade-là? À première vue, Nashville avait gagné la transaction parce que Piquet Subban avait apporté une grosse énergie. Surtout avec Nashville, ça allait super bien. Surtout les 2 premières années. À sa dernière année, par exemple, avec les Prédateurs de Nashville, ça allait moins bien. Surtout que c'était plus un one-showman. Parce que tu regardes ça, oui, en 2017, il a amené les Prédateurs en finale. 2018, ben là, les Prédateurs de Nashville ont fini premier de la Ligue. Mais là, 2019, oui, Nashville ont fini premier de la division, mais ils ont perdu au premier tour contre Dallas en 6 rencontres. Puis là, après ça, ben là, aussitôt qu'il s'est fait transiger aux Devils, là, c'est là qu'il a commencé à regresser de plus en plus à New Jersey. Moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? C'est ça. Sur le coup, Nashville a gagné la transaction, mais après mûre et réflexion, quand Subban a commencé à regresser à Nashville, le Canadien a comme, disons, gagné la transaction parce que on parle beaucoup de Weber que le Canadien, ça n'a pas été fameux, mais Weber quand même a apporté du leadership à Montréal aussi. Il a quand même été capitaine, malgré qu'il a été blessé. Moi, j'ai trouvé que finalement, le Canadien a quand même gagné la transaction Subban-Weber. C'est ça que c'est. Là. Surtout par regression de Subban. Si Subban avait été talentueux à New Jersey, ça aurait été discutable, mais honnêtement, avec la régression de Subban à New Jersey, je pense que je donne la victoire au Canadien. Bon. J'ai un petit problème informatique. OK. Mais je sais de quel échange je veux parler. Je vais parler de Nazem Kadri. OK. La deuxième, celle qui a fait, c'est ça, celle qui s'est faite cette année. C'était, j'ai oublié le retour. Nazem Kadri. En retour, les Flames ont reçu Victor Olofsson, Maximilian Curran, un choix conditionnel de première ronde en 2028 et un choix conditionnel de 2e ronde en 2027. Donc, les conditions des choix, je ne sais pas, c'est pas écrit, je n'ai pas dans la tête. Bon, c'est que Olofsson avait 25 points en 60 matchs à Colorado.
Maximilian Curran est un espoir de 19 ans, sélectionné en 5e ronde, qui joue présentement avec les Oil Kings d'Edmonton. Kadri, je pense que c'était quand on a su les rumeurs d'échange autour de Kadri, il était assez tard dans la journée de date limite. Je pense qu'il y avait le Canadien qui était dans le coup jusqu'à la dernière minute. Là. En tout cas, beaucoup d'insiders avaient parlé du Canadien. Mais ça fait beaucoup de sens pour le Colorado. Parce que depuis qu'ils avaient perdu Kadri, ils cherchaient un deuxième centre. Ah, c'est certain. Ils cherchaient un joueur comme Kadri, qui n'ont pas vraiment réobtenu depuis. Là, ils ont été le chercher. C'est un joueur qui connaît le système, c'est un joueur qui connaît les joueurs. Ça n'a pas changé tant que ça, l'équipe. Le bottom six a changé, les gardiens ont changé, mais ça reste que c'est McKinnon. C'est plus Rantanen, c'est Netchas, mais ça va. T'es quand même. T'as des repères, c'est un système que tu connais, c'est le même coach, le même personnel. Donc, Kadri, ça va. Kadri, si le Colorado gagne la Coupe Stanley, mais je pense que ça, c'est pas comme si l'Avalanche avait donné beaucoup là, pour obtenir Kadri. Donc, je vais te laisser dire ton opinion sur cet échange-là. Ben, c'est sûr que pour le coup, Colorado a gagné la transaction parce que oui, tu fais une action de Kadri qui connaît le système de jeu pour l'Avalanche. Je pense pas que Olofsson fait la différence avec les Flames. Oui, ils ont acquis la profondeur du côté des Flames, mais en même temps, ils ont été chercher un choix de première ronde. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Pour le moment, je vais avec Victoire Colorado, mais si le choix est bon du côté des Flames, meilleur que Kadri, je vais y aller avec Victoire Flames. Mais pour le moment, je vais avec Victoire Colorado. Je vais y aller pour mon autre transaction. Bon, c'est une transaction qui implique 2 trades, environ. Je vais y aller par la première trade. Puis je vais y aller aussi pour une deuxième trade aussi. L'Avalanche Colorado ont donné Mikko Rantanen au Hurricane de la Caroline pour recevoir Martin Necas, Jack Drury, un choix de 2e ronde en 2025, un choix de 4e ronde en 2026. L'autre transaction, les Hurricanes envoient Mikko Rantanen aux Stars de Dallas, reçoivent Logan Stankoven, un choix de première ronde en 2026, un choix de première ronde en 2028, un choix de 3e ronde en 2026 et un choix de 3e ronde en 2027. Fait on va y aller là-dessus. Je te laisse donner ton opinion suite à ça. C'était vraiment fou là, comme séquence d'échange parce que quand même, Mikko Rantanen a changé 2 fois. Là, je pense que là-dedans, les Hurricanes sont perdants, évidemment. Là, parce qu'ils avaient quand même. Ils ont quand même obtenu Logan Stankoven. Oh, c'est certain. Dans toute cette. Dans toute cette affaire-là, là, ils ont obtenu Logan Stankoven. Donc, j'ai été chercher sur NHL Trade Tracker, donc c'est ça. Les Hurricanes ont obtenu quand même, en rééchangeant Rantanen Stankoven, 2 choix conditionnels, un choix de 3, un choix de 3. Ils ont quand même donné Martin Necas là-dedans, en pensant aller chercher Mikko Rantanen, en étant rééchangé Rantanen et dans Stankoven. Donc, je pense que là-dedans, les Stars ont été chercher le joueur qu'ils voulaient. Ils ont éliminé... Il avait quasiment éliminé Colorado à lui seul, alors, je pense, en série. Là. Ouais, les Stars avaient affronté... il avait marqué beaucoup de buts. Est-ce que le Colorado est plus content avec Necas qu'avec Rantanen? Je ne sais pas, parce que ils auraient pu le payer, mais en même temps, ils savaient qu'ils avaient quand même... Je pense que Cam McCarr qui s'en vient à payer aussi. T'as quand même déjà McKinnon qui gagne beaucoup, qui va gagner beaucoup plus en son prochain contrat. Et en plus, Dan McCarr que tu dois payer, tu peux pas te permettre de perdre un Cam McCarr. Donc, je pense que Necas est bon. Je pense que les Stars, à court terme, les Stars ont gagné la transaction.
À long terme, reste à voir. Je pense que les Hurricanes pourraient être gagnants à long terme. Tout dépend des joueurs repêchés avec les choix de premier tour. Ouais, c'est certain. Ben écoute, moi je suis d'accord avec toi. C'est sûr que les trois sont quand même gagnants suite à ça parce que sur le coup, quand que les Hurricanes ont fait l'acquisition de Mikko Rantanen en donnant Martin Etchas puis Jack Drury puis les choix de tour aussi, ben les choix de tour, on verra ce que ça va donner. Tu regardes ça, moi au début de tout, moi je me mettais à dire que le Colorado avait gagné la transaction parce que je savais que la production avec Rantanen allait ralentir avec AO qu'avec McKinnon. Parce que moi, je m'en doutais très bien que Netchas allait très bien fitter dans le système du Colorado et ça a été vrai aussi. Du côté du Colorado, ils ont aussi acquis la profondeur en Jack Drury, qui est le fils du DG des Rangers de New York. Du côté de l'Avalanche, ça a quand même aidé parce que ça leur a permis d'aller chercher un joueur d'impact plus de la profondeur. Du côté de Rantanen, ben, on pensait que ça allait être un très mauvais move. Moi, je pensais que ça allait devenir un Huberdeau numéro 2, mais finalement, je me suis trompé suite à tout ça parce que les Hurricanes ont échangé Rantanen aux Stars pour aller chercher Logan Stankoven puis des choix de tour. Les choix, on ne sait pas ce que ça va donner, mais personnellement, moi, je trouve que Logan Stankoven il fit quand même bien dans le moule des Hurricanes de la Caroline parce que oui, il y avait besoin d'un deuxième centre. Et du côté des Hurricanes, ils ont fait ça. Logan Stankoven a littéralement comblé le deuxième centre, la deuxième ligne du côté des Hurricanes, chose qui est super intéressante. Sans oublier que les Stars ont fait l'acquisition de Mikko Rantanen, donc qui a été un élément très important au sein des Stars de Dallas parce que il a quasiment éliminé le Colorado à lui tout seul. Surtout que Rantanen a été un clutch player dans les séries éliminatoires. Ça a juste été en finale de l'Ouest qu'on ne le voyait pas. Mais sinon, les trois ont quand même été gagnants suite à tout ça. Mais si je vais pour le court terme, Dallas sont gagnants. Long terme, avec les choix de tour, je vais y aller avec les Hurricanes. Je vais aller avec une autre échange qui implique le Canadien. OK. Je reviens sur une des échanges les plus importantes de ces 10 dernières années pour le Canadien. 10 septembre 2018, le Canadien échange Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas. En retour, ils obtiennent un choix de deuxième ronde en 2019, qui est, je crois, devenu Jacob Le Guerrier ou un joueur dans ce genre-là. Faudrait que je vérifie. Mais ils ont obtenu surtout Thomas Tatar, qui a connu une saison de 58 points à sa première saison à Montréal, 61 points en 68 matchs et ensuite 30 points en 50 matchs. Donc, pas des mauvaises saisons. Bon, c'est en série que ça se corsait dans son cas, mais la pièce centrale de l'échange, Nick Suzuki, aujourd'hui capitaine du Canadien. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, tu vas être surpris de ce que je vais te dire. Là. Le Canadien a gagné de A à Z. Parce que, oui, tu regardes ça, court terme, oui, le Canadien ont été chercher Nick Suzuki. C'est sûr que Nick Suzuki évoluait dans la Ligue junior. Oui, il a brûlé la Ligue dans le temps. Mais tu regardes ça, Thomas Tatar, ça a quand même comblé les Canadiens de Montréal parce que c'était un type d'élément qui était adoré par le public, surtout avec le meme de Thomas Tatar. Oui. Genre ça, là. Oui, ils ont été chercher aussi un choix de deuxième qui a donné Mathias Norlinder. Norlinder, oui, c'est ça. C'est ça. Mais il n'y a pas tant créé d'impact avec les Canadiens. Après ça, tu t'en vas chercher un Max Pacioretty à Vegas. Oui, Pacioretty a été pas si mal, mais en même temps, Vegas n'a pas... il n'a pas donné tant d'impact que ça à Vegas. C'est sûr que les Canadiens ont été chercher Nick Suzuki
qui a été le capitaine. Moi, je trouve que les Canadiens ont littéralement gagné cette transaction-là. Vegas ne l'ont pas regretté parce qu'ils ont été chercher Jack Eichel d'ici les années à venir, mais les Canadiens ont gagné la transaction suite à tout ça. Parce que Suzuki a littéralement fait la différence au Canadien de Montréal, surtout qui est capitaine du Canadien et un excellent leadership, contrairement à Pacioretty qui n'a même pas aidé Vegas, surtout qui n'a même pas gagné la coupe avec Vegas. Fait que les Canadiens ont gagné la trade. Et surtout, en 2022, ils ont échangé aux Hurricanes contre des considérations futures. Ouais. Et je viens de regarder, Mathias Norlinder est un choix de 3e ronde en 2019, donc je ne sais pas si c'est le site NHL Trade Tracker qui se trompe ou si c'est... ou c'est parce que c'était soit Jalen Struble ou Mathias Norlinder, parce que Struble était un choix de 2e ronde du Canadien. Mais c'est peut-être le site NHL Trade Tracker qui se trompe. Là. Je pense que c'est vraiment Mathias Norlinder que j'avais vu déjà associé. Mais dans tous les cas, c'était un bonus, ce choix-là. Il a quand même joué 6 matchs avec le Canadien Pass, mais ouais. La pièce maîtresse, c'était vraiment Nick Suzuki qui a vraiment changé. On a vraiment passé d'une garde à l'autre avec Nick Suzuki, qui est devenu à l'époque le capitaine le plus jeune de l'histoire du Canadien. Ouais. Et Pacioretty qui n'a pas gagné la coupe avec les Golden Knights. Donc, ouais. Ah, c'est certain. Là. Je vais y aller avec une autre transaction impliquant les Canadiens de Montréal. Fait que, ben honnêtement, je vais y aller. Donc, un petit peu, ça sera pas long. OK, je l'ai. Les Canadiens de Montréal ont échangé Brett Kulak aux Oilers d'Edmonton et reçoivent William Lagesson, un choix de 7e ronde en 2024 et un choix de 2e ronde en 2022. Je vais te laisser y aller. Le fameux choix de 2e ronde en 2022. Ouais! Nul autre que Lane Hutson. Donc, j'aime pas faire ça de cette manière-là, mais c'est comme si tu aurais échangé Brett Kulak pour Lane Hutson. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, en même temps, les Oilers n'auraient peut-être pas repêché Lane Hutson avec ce choix-là, mais les Canadiens l'ont fait. Et vraiment, pour Brett Kulak, franchement, tous mes respects pour les services que Brett Kulak a rendus aux Canadiens. Dans une époque où il aurait pu être considéré comme un des 3 meilleurs défenseurs quasiment, alors qu'il était un défenseur de profondeur. Mais ouais, Lane Hutson, vraiment pas fâché de cet échange-là. C'est été, si je ne me trompe pas, une des premières échanges de Kent Hughes, dans ce qui est vraiment de reconstruire. Là, on a vraiment, dans les plus grosses, à la date limite des transactions, là, c'était vraiment là où on allait voir, est-ce que Kent Hughes va vraiment faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va vraiment reconstruire? Et il l'a fait, il a échangé Brett Kulak. Et le fait, William Lagesson a joué quelques matchs, ça n'a pas été extraordinaire, mais on voulait sûrement libérer salaire de la part des Oilers en échangeant ces 2 joueurs-là. Brett Kulak a bien fait avec les Oilers. Au final, il n'a pas été nécessairement un joueur qui a changé les choses, mais c'est pas son rôle. Donc, je pense que les 2 équipes sont satisfaites. Mais le Canadien, il est peut-être un petit peu plus. Ah, c'est certain. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette trade-là? À première vue, avant que les Canadiens repêchent Lane Hutson, avant que 2025 arrive, les Oilers avaient gagné la transaction. Oui, mais depuis que Lane Hutson était avec les Canadiens de Montréal, c'est les Canadiens qui ont gagné la transaction parce que oui, Brett Kulak a quand même offert des services intéressants suite à tout ça, mais les Canadiens, ben, ils ont obtenu Lane Hutson comme choix de 2e ronde. C'est vrai qu'en même temps, les Oilers auraient pu choisir aussi en première ronde, on ne sait jamais des fois, parce qu'il était disponible tard en 2e ronde surtout. Mais honnêtement, est-ce que les Oilers le regrettent de ne pas sélectionner Lane Hutson? À mon avis, non, parce qu'ils ont quand même Evan Bouchard, qui est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Jake Walman aussi est quand même assez intéressant. Suite à la formation des Oilers.
Ben, c'est sûr que Darnell Nurse, il est trop overpaid, mais sinon, s'il avait été payé moins cher que 9 millions, ben là, j'aurais été quand même content de ses services. Honnêtement, c'est sûr que les Canadiens ont gagné la transaction. Est-ce que c'est une transaction qui m'a fait mal en tant que fan des Oilers? À mon avis, non. Parce que vu que les Oilers ont déjà un excellent défenseur, puis en plus, ça vous a permis d'aller chercher un excellent élément à la défensive aussi, en Lane Hudson, qui a gagné le Calder. Surtout, je suis curieux de savoir aussi dans les années à venir du côté des Oilers si Bo Hickey va aller dans la Ligue nationale de hockey. À mon avis, le gagnant, c'est les Canadiens. Littéralement. J'ai envie de parler d'une transaction entre les Red Wings et les Sénateurs. OK. Je veux pas nécessairement parce que ça vient un peu en deux, mais c'est pas. C'est quand même éloigné d'un an. Les Sénateurs qui échangent Alex DeBrincat aux Red Wings en retour de Dominique Kubalik, Donovan Sebrango, un choix de 4e ronde en 2024 et un choix conditionnel de première ronde en 2024. 2024. Est-ce que les Sénateurs ont repêché avec ce choix-là? Las Vegas, Philadelphie, Ottawa. Carter Yakemchuk. Ah, OK. 7e overall. Moi, qu'il y avait un autre joueur repêché. Est-ce que je vais regarder ça? Je vois juste Carter Yakemchuk, qui a fait ses débuts il y a quelques jours d'ailleurs. Il a marqué son premier but, je pense. En tout cas, du moins, il a eu un point. Mais ouais, donc Carter Yakemchuk. C'est un choix conditionnel de première ronde? Ouais, en 2024. OK. À moins que, un petit peu, je vais regarder ça. Détroit, il y avait déjà un choix de première ronde en 2024. Ouais. C'est bizarre. À moins que. Non. Attends, c'est quoi la condition sur le choix? Red Wings, option. Si le choix des Bruins est dans le top 10, les Bruins doivent envoyer leur choix de 2025 et les Red Wings ont l'option sur soit le choix des Red Wings ou des Bruins en 2025. C'est un peu compliqué comme condition, mais bref. C'est quand même Kubalik, les Sénateurs qui ont été chercher Kubalik. OK. Est-ce que ça fait grand-chose? Je pense pas. Mais et Donovan Sebrango, quand même, qui, si je ne me trompe pas, évolue dans la Ligue américaine, surtout. Il évolue surtout, même plus dans l'organisation des Sénateurs. Il est rendu avec les Panthers, je pense. Oui, 2025-2026. 3 points en 30 matchs. Donc, ouais, la transaction de Brincat qui... les Red Wings sont contents de Brincat, je pense. Les Sénateurs, bon... autant ça n'a pas fonctionné quand ils ont été le chercher. Ils ont échangé un choix de first à Chicago en 2022 pour aller le chercher, plus un 2 et un 3. Les Blackhawks qui avaient été, si je ne me trompe pas, chercher Korchinski en 2022 avec ce choix-là. Quand même un bon défenseur, Korchinski, même si les Sénateurs, bon, ils ont quand même Sanderson, etc. Mais je pense que les Sénateurs se sont un peu fait avoir 2 fois parce que DeBrincat n'a pas vraiment fonctionné avec les Sénateurs. Et en plus, ils n'ont pas eu grand-chose, si tu regardes ça, là, pour DeBrincat quand ils l'ont échangé. Ça, c'est mon opinion. OK. Ben écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les Sénateurs se sont littéralement fait avoir 2 fois parce que, tu regardes ça, oui, Ottawa, quand il avait été chercher Alex DeBrincat, ben là, ils ont donné un choix de première ronde à Chicago qui a donné Kevin Korchinski qui est une bonne base. Est-ce que les Sénateurs le regrettent? Non, parce qu'ils ont déjà Sanderson. Puis ça aurait été cher payé, surtout avec Korchinski puis Sanderson. Sinon, avec la transaction des Sénateurs d'Ottawa,
Du côté de Alex DeBrincat aux Red Wings, moi, je trouve que les Red Wings ont littéralement gagné la transaction contre les Senateurs. Cela, je ne l'ai pas compris pourquoi est-ce que je l'ai pas compris pourquoi est-ce qu'Alex DeBrincat voulait aller à Détroit, surtout que les Red Wings, ça allait pas super bien. C'est vrai qu'en même temps, ils se battaient pour une place en série, mais en même temps, les Senateurs les ont fait avant les Red Wings. Fait que c'est ça ce que c'est. Kubalik n'a pas fait grand-chose non plus. Fait que d'après moi, les Red Wings ont gagné en trade. Ouais. Ouais, clairement. Je vais y aller pour la prochaine transaction. Okay. Ça a été une transaction qui s'était effectuée en 2024. Les Oilers d'Edmonton avaient échangé Ryan McLeod et Tyler Tullio au Sabre de Buffalo pour Matthew Savoie. Je vais te laisser y aller. Ryan McLeod, c'est ça, contre Mathieu Savoie. Je pense que à l'époque, je trouvais ça cher payé quand même pour Ryan McLeod. C'est pas que Mathieu Savoie, c'est le meilleur prospect, ni le meilleur joueur, etc. Mais quand même, Ryan McLeod, bon. Est-ce que Buffalo s'en fout de Mathieu Savoie présentement? Je pense que oui. Mais ça peut revenir plus tard, là, quand Ryan McLeod, qui est un centre, un joueur de 3e, 4e trio. Je pense qu'il fait bien son travail à Buffalo. Je pense aussi que les Sabres avaient beaucoup de joueurs du même type, un peu là, un peu plus petit, talentueux. Je pense qu'ils avaient besoin d'un Ryan McLeod. En même temps, je pense que les Oilers ont bien fait d'aller chercher Mathieu Savoie parce que ils ont besoin de marqueurs sur le bottom six. Donc, je pense que c'est une bonne transaction pour les deux équipes, même si sur le coup, moi, je trouvais que les Oilers étaient gagnants et de loin. Je pense qu'au final, Ryan McLeod fait bien son travail avec Buffalo. C'est sûr. Moi, honnêtement, qu'est-ce que je pense de cette trade-là? C'est sûr que les Sabres ont ajouté quand même de la profondeur en Ryan McLeod, mais d'après moi, ils vont le regretter d'ici les années à venir. Je pense pas qu'ils vont le regretter d'ici les années à venir du côté des Sabres parce qu'ils ont déjà un Zach Benson, mais dans les années à venir, les Oilers vont gagner la transaction parce que Savoie commence à progresser de plus en plus. Selon moi, je dis que les Oilers ont gagné la transaction. Oui, McLeod, il fait une bonne job à Buffalo, à la profondeur, mais Savoie, il commence à progresser de plus en plus avec les Oilers. Puis je pense que ça va être un des meilleurs éléments top 6 du côté de l'avenir des Oilers. Fait que, personnellement, le W trade dans cette transaction-là, je la donne aux Oilers parce que tu vois Savoie que ça va super bien. Puis je vais regarder ses stats aussi avec les Oilers parce que Savoie, cette saison, ça va extrêmement bien. Fait que je vais regarder ça. Un petit peu. En 73 matchs, 13 buts, 17 mentions d'assistance pour un total de 30 points. Il est à une cote de 2. Fait que c'est quand même intéressant suite à ça. D'après moi, les Oilers, ils ont quand même bien fait d'aller chercher Savoie. Ouais. Littéralement. Fait que c'est ça ce que c'est. Okay. Bon. La trade. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oui. Okay. Parfait. Donc, je vais parler de deux échanges, mais qui en ont formé au final genre une au draft de 2022. OK. Qui inclut les Islanders, les Blackhawks et le Canadien. OK. Premièrement, premier échange, le Canadien échange Alex Romanov
ainsi qu'un choix de 4e ronde aux Islanders en retour d'un choix de première ronde en 2022. Choix que le Canadien s'empresse de refiler aux Blackhawks de Chicago avec un choix de 2e ronde en 2022. J'ai pas vu c'était quel overall, mais c'est soit Paul Lodzwinski ou Ryan Green que Chicago ont été chercher. J'ai pas trouvé le overall du pick. Bref, le Canadien, au final, a échangé un choix de première ronde pour Kirby Dach. Choix de première ronde qui est devenu Frank Nazar. Frank Nazar joue cette année. C'était pas été d'une blessure. Même avec sa blessure, a eu beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Quand même de l'impact plus qu'on pensait cette année. Dach a de l'impact, pas assez. Souvent blessé. Malheureusement, à chaque fois qu'il monte des flashs, il finit par avoir une blessure. À l'époque, en 2022, j'étais très content. Maintenant, je suis comme, est-ce que j'aurais préféré avoir Frank Nazar peut-être? Mais je vais avoir ton opinion. Ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette trade-là? Pour le moment, les Islanders ont littéralement gagné la transaction parce qu'ils ont été chercher un Alexander Romanov qui apporte quand même du jeu intéressant. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont échangé Romanov parce qu'il aurait pu être dans le noyau très intéressant suite au Canadien de Montréal. Puis en plus, Romanov était quand même jeune aussi, là, puis il avait un excellent potentiel. Fait que celui-là, je ne l'ai pas compris. Suite à ça, OK, oui, honnêtement, ils ont été chercher un choix de première ronde. Ça a donné Frank Nazar. Nazar, il a une excellente avenir avec Chicago. Puis là, tu t'en vas chercher un Kirby Dach. Sûrement, au début de tout, c'est sûr que ça a été un choix, une acquisition quand même assez intéressante. Mais là, tu regardes ça, Kirby Dach, il est tout le temps blessé. Moi, je trouve que le Canadien a littéralement perdu cette transaction-là. Si je vais avec ces trois-là aujourd'hui, en première position, sur le court terme, les Islanders ont gagné à trade, mais sur le long terme, d'après moi, soit les Islanders gagnent ou c'est les Blackhawks. Mais les Canadiens sont grands perdants de ça. Ouais, je vais dire mon opinion. Selon moi, les Blackhawks sont les grands gagnants parce que Frank Nazar. Je regarde Romanov. Sa meilleure saison, c'était l'an passé, 22 points avec les Islanders. Pas un grand producteur de points. Pas nécessairement un défenseur. Je trouvais surtout que les Islanders avaient donné beaucoup trop pour un Alexander Romanov, un choix de première ronde. Selon moi, c'est Chicago qui est le grand gagnant. Sur le coup, je me disais que Kirby Dach va être la pièce la plus importante de cette transaction-là, ce qui était le cas. Mais je me disais, le Canadien a gagné cet échange-là. À court terme, je pensais ça, mais à long terme, maintenant, Chicago ont gagné, suivi des Islanders. Bon, les Islanders, au final, Romanov n'est pas un joueur qui fait la différence, à mon avis. Présentement, Sorokin DB n'est même plus écrit dans l'alignement des Islanders. Joué seulement 15 matchs, a eu une mention d'aide. Moins 7. Donc, pas non plus une carrière extraordinaire pour Romanov. Mais selon moi, ils sont quand même. Ils sont un peu. Désolé de ça. Ils sont un peu inutiles, peut-être, dans cette transaction-là. Ce qui nous intéresse, c'est Dach et Frank Nazar. Donc, je pense que Chicago sont les grands gagnants, suivis des Islanders par défaut. Et le Canadien, parce que Dach, même s'il monte quelques flashs de temps en temps, ne monte pas assez pour compenser à long terme ce que Nazar va devenir avec Chicago. OK. Je vais y aller pour une autre transaction. OK. Ça a été une transaction qui a été quand même assez... pas si... est-ce que ça a été pas si pire? Moyen, mais ça a été dans la même journée que Quinn Hughes. Les Oilers avaient échangé Stuart Skinner aux Penguins de Pittsburgh avec un choix de 2e ronde plus Brett Kulak et ont reçu Tristan Jarry et Samuel Poulain. Donc, j'aimerais avoir ton avis suite à ça. Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est qu'on disait que les Oilers devaient aller chercher un gardien de but. Mais depuis qu'ils sont allés chercher Tristan Jarry, Stuart Skinner fait mieux.
avec les Pingouins. Est-ce que c'est la défense de Oilers? Est-ce que c'est tout simplement une coïncidence? Je sais pas. Mais je me rappelle, on avait parlé sur un podcast, je crois, de cet échange-là. J'avais dit, je peux pas trop en chialer sur les Oilers depuis le temps qu'on leur demande d'aller chercher un gardien de but. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été chercher le bon. Tristan Jarry, un des pires gardiens de la Ligue présentement. Je pense que les Oilers, encore une fois, sont capables de outscorer leur problème, de marquer plus de buts qu'ils en accordent. En série, c'est viable à court terme aussi. Donc, à court terme. Par contre, quand les matchs vont devenir plus serrés, tu vas avoir besoin que Jarry fasse les gros arrêts. Stuart Skinner était capable de faire ces gros arrêts-là. Est-ce que Jarry va être capable? Ça reste à voir. Donc, non! Ouais. En même temps, les Pingouins sont contents, ils se sont débarrassés du problème Tristan Jarry. Et ouais. Stuart Skinner va bien à Pittsburgh. Je pense qu'à court terme, on voyait vraiment les Oilers comme grands gagnants de cet échange-là. On a été chercher Jarry, mais je pense que finalement, Oilers perdent dans cet échange-là. Ça va dépendre de si Jarry se relève éventuellement. OK. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette transaction-là? Stuart Skinner est autant mauvais à Pittsburgh qu'à Edmonton. Oui, parfois, il connaît des bons matchs à Pittsburgh, mais il a souvent tendance à être inconstant, comme qui est avec les Oilers. Mais quand Skinner est dans le moment qui est capable du meilleur, ben, il est capable de faire des arrêts-clés. Tristan Jarry, lui, il fait 100 fois pire que Stuart Skinner. Jarry, c'est le type de gardien qui est capable de gagner des matchs, mais par des gros scores. Si, admettons, les Oilers marquent, je sais pas moi, 8 buts, puis que l'autre équipe en marque, je sais pas moi, 5, là, Jarry est capable. Mais quand c'est une question d'arrêt-clé, là, Jarry n'est pas capable. Et une chance que les Oilers ont été chercher Connor Ingram, parce que si les Oilers n'avaient pas eu de Ingram, je ne sais pas qu'est-ce que les Oilers auraient fait, parce que c'est pas avec Calvin Pickard que les Oilers auraient été capables d'avoir un gardien qui est capable de faire des arrêts-clés. Moi, je suis content pour Connor Ingram parce que dans des moments clés qui sont importants, qu'il faut qu'il fasse des arrêts importants, ben Connor Ingram est quand même là aussi. C'est vrai qu'il est plus constant que Skinner, mais honnêtement, je trouve que les Pingouins sont quand même gagnants de cette transaction-là. Je l'avais dit, surtout quand les Pingouins avaient échangé Jarry avec Poulain. Je l'avais dit que les Pingouins avaient gagné cette transaction-là. Ce qui a aidé aussi, c'est le choix de deuxième ronde. Puis là, ils ont été chercher aussi Kulak qui ils ont permis d'aller chercher Samuel Girard. On ne sait pas ce que ça va donner pour le choix de deuxième ronde, mais selon moi, les Pingouins vont. Ouais. Littéralement. Je suis d'accord. Mm-hmm. J'ai envie d'y aller avec une autre échange avec le Canadien. Mais cette fois-là, je suis retourné loin un peu quand même. J'ai décidé de retourner en 2016. OK. En février 2016, le Canadien va chercher un jeune Philippe Danault, ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 2018 qui deviendra éventuellement Alex Romanov. OK. Contre Dale Weiss et Thomas Fleischmann. Fleischmann, j'ai été voir ses stats. 5 points en 19 matchs avec Chicago. Cette année-là, moins 7. Et Dale Weiss, on sait, a retourné à Montréal ensuite. Dans les séries 2014, avait été un héros obscur avec les Canadiens en marquant des gros buts. Mais avec Chicago, cette année-là, avait fait une passe en 15 matchs en 2015-2016. Donc, le Canadien avait quand même été chercher Philippe Danault dans cet échange-là. C'est un échange qui, peut-être, à l'époque, paraissait anodine. Mais en 2015-2016, Danault, 5 points en 21 matchs. Bon, c'était pas une grosse saison. Mais ensuite, a été un centre important. 40 points, 25 points. Bon, ça, c'était la saison écourte. Non, même pas. Il a manqué beaucoup de matchs. Okay. Quand même, pas nécessairement le plus gros producteur de points. À Montréal, il a quand même eu sa meilleure saison avec les Kings, 54 points. Mais avec le Canadien, ça en est rapproché. 53 points. 51 points. Non, ça, c'est avec les Kings. Bon.
Quand même une saison de 53 points. Mais c'est pas pour les points que Philippe Danault est important. On le sait, là, le trio le trio Tatar, Danault, Gallagher à Montréal a été le meilleur trio pendant quelques saisons. Ça en dit long sur la profondeur qui était inexistante, mais aussi sur un joueur très important, Philippe Danault, dans une transaction qui paraissait banale quand elle a été faite. Ah, ben écoute, moi, qu'est-ce que je pense de cette trade-là? Moi, j'ai trouvé que les Canadiens ont littéralement gagné la transaction parce que oui, tu fais acquisition d'un Philippe Danault, mais ça a été quand même un élément très important au sein du Canadien, surtout. Surtout que a quand même été important. Tu as été chercher un Romanov aussi qui a quand même apporté du jeu intéressant à la défense. Du côté de Chicago, tu as été chercher Dale Weiss puis Thomas Fleischmann qui n'a pas fait grand-chose non plus. Fait que le Canadien a littéralement gagné ça. Fait que ouais, W Canadien. Moi, je vais y aller pour la prochaine transaction. Incluant les Oilers et les Devils en 2016. Une transaction qui a mis les gens sous le choc, dont les Oilers ont échangé Taylor Hall pour Adam Larson. Ouais. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Écoute, à l'époque, c'était pas nécessairement une bonne transaction. C'était pas. Je pense que c'est une transaction qui est devenue de plus en plus mauvaise, en guillemets, avec le temps. Parce qu'à l'époque, tu dis, OK, Adam Larson, je peux voir l'intérêt, pas nécessairement le. Tu viens d'échanger Taylor Hall, surtout tu perds ce joueur-là. Tu le remplaces par Adam Larson, et comme, ouais. Si tu voulais échanger Taylor Hall, tu aurais sûrement des meilleures offres. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hein. Je peux pas croire que c'était la meilleure offre qui était sur la table pour un joueur comme Taylor Hall. À moins que le DG de l'époque, j'ai pas le souvenir de. Bon, ben ça. C'est un des pires DG de la NHL. Oui. À moins que Chiarelli voyait l'attrait du défenseur défensif un peu robuste plutôt que le joueur un peu fancy, un peu talentueux, à moins qu'il voyait. Ça ne l'excuse pas. Cet échange-là est horrible. Et plus les années passent, et plus tu te demandes qu'est-ce que Chiarelli a vu en Adam Larson pour l'aimer à ce point-là. Okay. Écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense? Sur le coup, en 2016, ben là, j'ai trouvé que c'était réellement ridicule parce que Taylor Hall, c'était un des meilleurs éléments de la Ligue nationale de hockey à l'époque. Puis là, tu l'échanges pour Adam Larson. C'est sûr qu'Adam Larson était quand même jeune. Ben, c'est vrai qu'en même temps, il y avait un an de moins que Taylor Hall parce que Larson avait été repêché 4e choix au total après Huberdeau en 2011. Après ça, ben là, c'est sûr qu'en même temps, les Oilers avaient besoin de défenseurs défensifs. Puis peut-être aussi que Chiarelli voyait un potentiel en Adam Larson. C'est vrai que Larson, quand il est arrivé à Edmonton, il a quand même été un type de défenseur qui a progressé à Edmonton, surtout qu'à New Jersey, il était en train de pourrir. C'est sûr qu'en 2026, si je fais la transaction Hall pour Larson, si admettons je donne Hall pour Larson, là je serais gagnant en 2026. Oui. Parce que Hall, ça a été un des meilleurs éléments dans la Ligue nationale de hockey. Il a passé de un des meilleurs éléments de la Ligue nationale de hockey à un joueur de profondeur. Larson, c'est quand même un défenseur qui peut quand même donner du grid un peu. Oui, honnêtement, à Seattle, ça va quand même pas purement bien. C'est sûr que du côté des Oilers, il aurait dû garder Larson. Peut-être qu'avec Larson, Edmonton aurait peut-être une coupe, surtout. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ça a plus été une transaction gagnant-gagnant un peu, mais suite aux blessures de Taylor Hall, aujourd'hui, Edmonton aurait gagné la transaction, mais si Hall avait été encore en santé
puis avait été autant productif qu'il y a 10 ans, ben là, New Jersey aurait littéralement gagné sa trade-là. Fait que ouais, fait que c'est ça ce que c'est. J'ai envie de parler d'un échange qui est arrivé en 2013. OK. Un échange qui a, je pense, qui avait assez choqué le monde, le monde du hockey à l'époque. Entre les Bruins de Boston et les Stars de Dallas. Ah, soir! L'échange Tyler Seguin, les Stars qui ont aussi été cherchés dans cette transaction-là, Rich Peverley et Ryan Button. Les Bruins, c'est plus intéressant ça, parce que j'ai été chercher ça. Les stats des joueurs acquis par Boston dans cet échange-là. Louis Eriksson, Joe Morrow, Riley Smith et Matt Fraser. Et le joueur qui a fait le plus de points à Boston dans ces joueurs-là, c'est quand même Louis Eriksson. Donc, qui a été le joueur le plus impactant que les Bruins ont été cherchés. Riley Smith a plus connu sa meilleure saison après avec Vegas, entre autres avec les Panthers. Joe Morrow a joué 3 saisons à Boston, a eu plus de points dans une saison de 38 matchs à Montréal qu'en 3 saisons avec Boston. Matt Fraser n'a rien fait. Et voilà. Louis Eriksson n'est pas bon, mais était le meilleur joueur de Tyler Seguin, je pense que j'avais entendu, il n'était pas assez physique pour les Bruins de l'époque. Il voulait. J'avais même entendu un scout, je pense, quelqu'un qui travaillait pour les Bruins à l'époque dire qu'il n'utilisait pas assez son corps, que c'était pas assez un joueur physique qui comptait trop sur son talent. Aujourd'hui, Tyler Seguin, bon, n'a plus nécessairement la même aura qu'à l'époque, parce que Tyler Seguin, aujourd'hui, on le voit surtout comme un joueur un peu fini, pas parce que c'est pas parce qu'il est plus bon, mais c'est simplement à cause. Là, sa saison est terminée. Beaucoup de blessures dans les dernières années. Donc, en 2020, je pense, où il jouait avec une hanche défaite ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de grosses blessures dans les dernières années. Mais à l'époque, c'était quand même une très mauvaise transaction, à mon avis, pour les Bruins. Je veux avoir ton avis sur celle-là. Ce qui est drôle comme coïncidence, c'est que ça a été Peter Chiarelli qui a fait cette transaction-là en plus. Oui. Taylor Hall, Tyler Seguin ont été tous les deux échangés par Peter Chiarelli. c'est vrai, c'est vrai. On voit ce que ça a donné. Ouais, un drôle là-dedans. Moi, personnellement, qu'est-ce que je pense de cette transaction-là? Ben là, les Stars de Dallas ont littéralement gagné la transaction, là, haut la main. Mm-hmm. Parce que, oui, tu vas chercher un Tyler Seguin qui, à l'époque, était très bon comme jeune, qui avait un excellent potentiel. Il a offert des excellents services à Dallas. Ryan Button a été bof. Peverley a quand même ajouté de la profondeur à Dallas pour la formation de Dallas. Après ça, Boston, le seul bon élément qui a été quand même eu de l'allure suite à ça, c'est Riley Smith. Louis Eriksson a quand même été pas si mal que ça, mais honnêtement, ça n'a pas. Il n'a pas arrivé à achever de Tyler Seguin. Puis à part ça, les deux autres acquisitions, Fraser et Morrow, ça n'a pas donné beaucoup d'impact à Boston. Fait que, personnellement, court terme et long terme, ben là, Dallas a littéralement gagné cette transaction-là haut la main. Il n'y a pas de débat. Ouais. C'est sûr que aujourd'hui, en 2026, Boston ne le regrette pas parce qu'ils ont un David Pastrnak, mais en 2015, si j'avais eu le choix entre garder David Krejci ou Tyler Seguin, moi j'aurais gardé Tyler Seguin haut la main parce que Krejci connaissait beaucoup de blessures à l'époque. Puis je pense que, ben honnêtement, Peter Chiarelli a littéralement fait une grosse gaffe en échangeant Seguin. Donc, Dallas a gagné. Fait que c'est ça ce que c'est. Pour le moment, j'ai plus d'autres trades qui me viennent à l'esprit pour là. Moi non plus, j'ai pas. J'ai été chercher loin avec celle-là, la trade de Tyler Seguin en 2013. Là, j'ai pas. Ah, c'est sûr. Donc, ouais. Fait que ça a fait pas mal le tour des reviews de trade. Fait que merci Mathieu d'avoir venu. C'était très intéressant. J'ai vraiment adoré.
J'ai beaucoup aimé ça, faire ça. Moi, avec, perso, si on a eu idée d'en refaire un autre, on pourrait en refaire un autre. Oui. Mais honnêtement, j'ai vraiment adoré. Puis c'est ça ce que c'est. Yes. Pour ceux qui ont adoré le podcast, n'hésitez pas à lâcher un like sur la chaîne YouTube. Vous abonnez aussi au podcast Le Match Ultime. Aussi, abonnez-vous à la page Facebook et Instagram. Soyez pas gênés en voulant dire. Excusez-moi si je cherchais mes mots, mais c'est ça ce que c'est. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like sur ma chaîne YouTube, le Match Ultime. Vous abonnez. Abonnez-vous à la page Facebook, Instagram et aussi, n'hésitez pas aussi à regarder les autres podcasts que j'ai fait. Je sais qu'aussi j'avais fait un podcast avec Olivier Paiement. Il va y avoir aussi d'autres invités qui va se joindre aussi d'ici les jours à venir. Donc, je vous tiens au courant suite à ça. Fait que je vais vous dire une bonne fin de journée et à la prochaine pour un prochain podcast. Salut!